pyramide de Gizeh était une tombe magnifiquement décorée pour les pharaons égyptiens, le seul monument restant des 7 merveilles du monde. Cette structure a été créée avec une précision mathématique impeccable et constitue un exploit unique et mystérieux de construction et d'ingénierie. Il n'y a qu'un seul problème. La Grande Pyramide ne possède aucune des caractéristiques des tombes, et notamment des objets extravagants, des murs ornés, des œuvres d'art, des entrées scellées, des cercueils élaborés, voire des momies elles-mêmes. En revanche, elle a été élaborée par des matériaux uniques, les mêmes que ceux utilisés aujourd'hui pour la conductivité électrique. Ces faits conduisent de plus en plus d'historiens à penser que les pyramides avaient peut-être un but bien plus judicieux. La pyramide de Gizeh n'était pas du tout un tombeau, mais une centrale électrique, produisant et transmettant de l'électricité à la civilisation qui l'entourait. Impossible, vous me direz ? Pour commencer, il est important de comprendre les efforts considérables qui ont été déployés pour créer ces monuments. Les pyramides de Gizeh font partie de pas moins de 118 de ces structures rien qu'en Égypte, et cela n'inclut même pas les pyramides situées dans d'autres parties du monde. Compte tenu de notre compréhension actuelle de la façon dont les premières civilisations ont élaboré leurs monuments, il aurait fallu, soi-disant, pas moins de 20 ans pour élaborer ces tombes, pas moins de 20 000 ouvriers travaillant chaque jour. À ce jour, les historiens ne peuvent toujours pas prouver exactement comment et quand elles ont été élaborées. Cela nous amène à nous demander quel lieu de repos pour les morts pourrait être si important qu'il justifierait de tels efforts, tout ce temps et une ingénierie aussi phénoménaux, tout en sachant qu'ils n'ont rien en commun avec les tombes ordinaires découvertes. Il suffit de se tenir devant elles pour comprendre que c'est beaucoup de travail pour un cadavre. Naturellement, nous tirons des conclusions en partant du principe que les civilisations anciennes étaient plus primitives que nous. Mais que penser si l'évolution intellectuelle n'était pas toujours linéaire? Une technologie avancée peut-elle être perdue et redécouverte des siècles plus tard? Est-il possible qu'une culture ancienne ait connu et utilisé l'énergie électrique? Pour en avoir le cœur net, examinons un autre cas où la technologie de production d'énergie semble avoir été utilisée puis oubliée. Nous savons qu'Edison et Tesla ont généralisé l'usage de l'électricité au début du XXe siècle. Pourtant, en Irak, en 1934, 3 artefacts ont été trouvés ensemble: un pot en céramique, un tube de cuivre et une tige de fer qui, lorsqu'ils sont combinés avec un acide liquide, peuvent être utilisés pour créer des réactions chimiques qui produisent une charge électrique. Connus sous le nom de batterie de Bagdad ou pile de Bagdad, ces matériaux remontent à 2000 ans. 10 ans après leur découverte, une personne utilisant du jus de raisin avec des matériaux similaires a réussi à générer quelques volts d'électricité. Ce processus a depuis été démontré dans l'émission Mythbuster de Discovery Channel, où le jus de citron a activé la réaction électrochimique entre le cuivre et le fer, produisant 4 volts d'électricité. Aujourd'hui, il suffit de faire une recherche en ligne pour trouver des instructions sur la façon de créer sa propre batterie en utilisant ces principes chimiques. Mais les historiens ont longtemps supposé qu'il y a des milliers d'années, cette technologie n'était pas connue et que cette découverte archéologique n'était qu'une simple coïncidence, même si nous nous émerveillons depuis longtemps devant des artefacts aux dorures complexes qui nécessitent la création d'électricité. Tout simplement, la production d'énergie résulte de propriétés chimiques simples et peut être réalisée par n'importe qui avec 4 matériaux de base. Voici donc quelques faits importants concernant la structure et les matériaux de la pyramide. Tout d'abord, elle contient des tunnels inclinés qui mènent non seulement à l'intérieur de la pyramide, mais aussi dans les profondeurs du sous-sol vers des zones prétendument encore inexplorées. Quelle tombe a besoin d'un puits dirigé vers la terre? Nous savons également qu'il y a des siècles, il y avait d'énormes portes pivotantes qui pesaient pas moins de 20 tonnes, mais miraculeusement, elles étaient si bien conçues
qu'on pouvait les déplacer pour y entrer d'une simple pression de la main. Puisqu'aucune tombe égyptienne ne s'est jamais avérée être délibérément accessible, quel était leur intérêt à laisser la visite des momies? Ou bien une telle porte aurait-elle pu servir à confiner et à isoler l'espace intérieur? Bien qu'on ne puisse presque jamais le soupçonner, les grandes pyramides de Gizeh étaient autrefois recouvertes de pierres calcaires blanches et polies, appelées pierres de revêtement. Les entailles pratiquées dans cette pierre réfléchissante étaient parfaitement inclinées pour lui donner un aspect lisse et plat. Ainsi, les structures géantes reflétaient la lumière du soleil comme un miroir. Elle aurait également permis une isolation parfaite à l'intérieur de la structure. Un grand tremblement de terre en 1303 a détruit les pierres de revêtement qui ont été retirées pour être utilisées sur d'autres structures. Aujourd'hui, il ne reste que le noyau interne de la pyramide. L'image de l'incroyable quantité de lumière qui devait se refléter sur le monument soulève la curiosité, tout comme la raison de l'isolation. Y avait-il un désir d'attirer l'attention sur leur mort, de garder les momies au chaud ou au frais, ou quelque chose d'autre plutôt? Puis, le matériau, la dolomite, a été utilisé sur les surfaces intérieures. La dolomite est connue pour augmenter la conductivité électrique en fonction de la pression qu'elle subit. Une pression élevée crée plus de courant électrique. Ensuite, les passages et les tunnels souterrains des pyramides sont tapissés de granit, qui est légèrement radioactif. Le granit contient de grandes quantités de cristal de quartz avec du métal et c'est un conducteur bien connu de la piézoélectricité. La piézoélectricité se produit à la suite d'une contrainte ou d'une pression sur le quartz, comme le démontrent les montres-bracelets, qui peuvent être rechargées simplement en les secouant rapidement. Ce granit ionise en fait l'air à l'intérieur de la pyramide, créant une réaction chimique qui augmente à nouveau la conductivité de l'électricité. Lorsque ces électrons ont la possibilité de contourner des sections de roche via un fil métallique, des courants assez importants peuvent circuler. Un autre matériau important utilisé pour leur construction est le mortier, 1 demi-million de tonnes, qui maintient les pierres géantes en place. Bien qu'il ait été analysé à de nombreuses reprises, la technologie moderne n'a pas encore réussi à recréer exactement ce gypse qui provient de sédiments. Ce gypse peut résister à une pression énorme et, étonnamment, il est même plus solide que les pierres elles-mêmes. Il est évident qu'il a contribué à maintenir le monument intact pendant des milliers d'années, mais il pourrait y avoir une autre raison pour laquelle ils ont utilisé un matériau capable de résister à une pression aussi élevée. Ainsi, le quartz, le calcaire, la dolomite, le granit, censés être construits pour un tombeau, sont en fait analogues aux matériaux exacts que nous utilisons pour fabriquer les conductions électriques. Ils partagent exactement une relation avec la pression qui augmente leur électroconductivité. Juste au nord-ouest de la Grande Pyramide se trouve le Sérapéum. Ici, il y a 20 énormes boîtes de granit, chacune pesant 100 tonnes. Les égyptologues classiques disent que ce sont des cercueils. Pourtant, le granit provient de 800 km de distance et chaque boîte est si grande et si lourde qu'il est impossible qu'elle puisse passer par les tunnels et les entrées existants. Ces supposés sarcophages ont donc été élaborés dans la structure avec une très grande précision. Ils sont à moins d'un 10 de pouce d'être parfaitement plats. En attendant, n'importe quel ingénieur électricien vous expliquera qu'un récipient servant de condenseur d'énergie ou de batterie doit être entièrement constitué de la même substance afin qu'il n'y ait aucune interruption du champ magnétique.
Ces boîtes pourraient-elles être exactement cela? Si c'est le cas, un sarcophage en granit vieux de plusieurs siècles est exposé dans un musée égyptien. Contrairement à ceux des pyramides, celui-ci est fissuré, ce qui suggère qu'il n'était peut-être pas inachevé, mais simplement abandonné car la fissure qui s'est produite aurait interrompu le champ magnétique, l'empêchant de remplir sa fonction avec succès. Il y a donc des preuves claires pour soutenir la possibilité d'une utilisation électrique puisque ces supposés sarcophages sont clairement beaucoup trop grands pour un être humain. La théorie acceptée est qu'ils étaient, oui, croyez-le, des cercueils de taureaux pour les précieux taureaux des pharaons. On se demande qu'est à l'origine de cette théorie farfelue du cercueil de taureau. Pour ajouter au mystère, en 1993, une pièce mystérieuse et inaccessible a été découverte après être restée cachée pendant des milliers d'années. Cette pièce, qui semble avoir été délibérément dissimulée par les ingénieurs de la structure, a été baptisée Chambre de la Reine et a finalement été explorée en 2011 à l'aide d'une petite caméra à distance. Pour révéler une momie perdue depuis longtemps? Certainement pas. Elle contenait des fils de cuivre soigneusement fabriqués et, plus important encore, des instructions peintes sous forme de symboles sur le sol qui semblaient indiquer un schéma de câblage. Regardez n'importe quelle batterie, depuis celle utilisée dans les grandes centrales électriques jusqu'aux plus petites batteries à pastilles des montres bracelets. Et vous verrez qu'elle nécessite un métal comme le cuivre pour créer la réaction chimique connue sous le nom de différence de potentiel. Vous pouvez faire passer un courant électrique dans un fil de cuivre et la bobine produira un champ magnétique de courte portée. Ajoutez une deuxième bobine et l'énergie est transférée d'une bobine à l'autre. Une pièce sans fenêtre avec des fils de cuivre peut créer un potentiel plus élevé sur un mur qui transfère l'énergie au potentiel plus faible de l'autre mur, ce qui a pour conséquence de libérer de l'énergie électromagnétique dans l'espace confiné de la soi-disant Chambre de la Reine. Malheureusement, ces fils ont depuis entièrement disparu et les égyptologues traditionnels affirment que cette pièce n'a aucune fonctionnalité, tout comme ils affirment que rien dans cette structure n'est fonctionnel en dehors de sa fonction de tombeau. Il est bon de noter cependant que le principal égyptologue, Zahi Hawass, a été mis en examen pour vol d'antiquités égyptiennes. On pourrait encore avancer que les matériaux électriques utilisés pour la construction de la Grande Pyramide sont simplement une coïncidence, car un générateur d'énergie a toujours besoin d'un catalyseur provenant d'une autre source. Cela explique peut-être pourquoi les pyramides sont géographiquement situées au-dessus d'un puissant générateur naturel. Les rivières souterraines et les nappes phréatiques pourraient être exploitées grâce à la puissance du courant qui circule dans l'eau. Et il a été prouvé qu'il y a des milliers d'années, le Nil passait directement à l'endroit où se trouvent les structures actuelles. Bien sûr, cela soulève un débat sur l'âge des pyramides elles-mêmes, et l'altération du sphinx voisin indique que les monuments ont en fait le double de l'âge qu'on leur prête actuellement. Cela expliquerait pourquoi il n'y a aucune mention des pyramides et de leur construction dans les écrits égyptiens. Donc, si l'eau était une source d'énergie, elle aurait voyagé vers l'eau de la pierre calcaire en se basant sur le principe de la capillarité qui se produit lorsqu'une petite surface d'une substance qui est mouillée est absorbée par la surface entière de cette substance. Ainsi, l'eau qui s'écoule près ou en dessous de la pyramide aurait pu être absorbée en passant par la pierre calcaire et même voyager jusqu'au sommet de la structure. Le quartz dans les tunnels des pyramides serait soumis au stress ou à la vibration, créant ainsi la piézoélectricité.
La vitesse de la force élevée de l'eau montante et la pression seraient analogues au remplissage d'une seringue générant de l'énergie électromagnétique à l'intérieur de la structure par les matériaux qui s'y trouvent et la conduisant vers le haut jusqu'à la pierre de la couverture, maintenant disparue. Mais pour quelle raison? L'emplacement géographique de la pyramide peut nous donner quelques indices. Elle est située exactement à un point qui amplifie les forces électromagnétiques sur la planète, où les phénomènes telluriques sont les plus forts. Il existe un champ électromagnétique à la base de la pyramide qui s'élèverait vers les couches supérieures avec des réactions chimiques. Nous ne savons pas avec certitude ce qui recouvrait la pyramide, mais on pense qu'il pourrait s'agir d'or. Ce qui explique, bien sûr, pourquoi il a disparu depuis longtemps. Si c'était de l'or, cela aurait pu créer un chemin conducteur pour que l'énergie soit dirigée vers le haut dans l'ionosphère. Si des matériaux supraconducteurs avaient été utilisés pour créer ce monument pour l'énergie, alors le potentiel pour quelque chose d'encore plus étonnant aurait été possible. De l'électricité sans fil. Cela vous semble tiré par les cheveux? Un homme audacieux et extraordinaire a juré que c'était possible. Et il nous a peut-être montré comment. Nous connaissons Nikola Tesla comme le génie solitaire, responsable du moteur électrique, de la radio, du laser, du radar et de la stimulation d'un formidable esprit de compétition chez Thomas Edison. Nous savons que Tesla cherchait avant tout à servir l'humanité. En fait, malgré ses extraordinaires contributions, il est à peine connu ou crédité pour son génie. Lors de l'exposition universelle de 1893, Tesla a transmis naturellement l'électricité à une ampoule qui tenait dans sa main et il a créé la bobine Tesla, qui est plus employée aujourd'hui pour le divertissement que pour la fonction à laquelle elle était destinée. Plus important encore, nous savons que Tesla affirmait catégoriquement qu'il avait perfectionné la méthode d'exploitation et de transmission de l'énergie sans fil, gratuite, en utilisant la nature électromagnétique de la planète. Dans un brevet déposé en septembre 1897, Tesla affirme qu'à une altitude de 30 000 pieds, il existe une strate d'air raréfié qui conduirait des courants électriques à haute tension. Le système proposé comprenait un émetteur qui transmettait des millions de volts dans l'atmosphère. Ensuite, il avait quelque chose qui recevait l'électricité et réduisait la tension à un potentiel convenable pour être utilisé par les consommateurs. Lors d'une expérience menée la dernière semaine de juillet 1903, des habitants des environs affirment avoir vu Tesla mener à bien son expérience à la tour Wardenclyffe. Alors que Tesla lui-même faisant part de sa nouvelle méthode de conductivité, il a déclaré que celle-ci illuminait le ciel nocturne comme s'il s'agissait d'un tube fluorescent géant. On a même dit qu'il avait réussi à transmettre des images et des sons sans fil. Puisque tous ces travaux ont été impitoyablement détruits, cela ne pourra donc pas être prouvé. Malheureusement, la technologie de Tesla a été confisquée peu après sa mort. Il est mort dans la pauvreté et le gouvernement américain a détruit sa tour, affirmant qu'elle était utilisée par des espions allemands. Si Tesla avait réussi sa mission, la répartition du pouvoir sur cette planète aurait été très différente. Aujourd'hui, comparez la technologie de Tesla aux pyramides, l'emplacement, la hauteur et les matériaux électromagnétiques. Nous avons vu que l'induction entre les fils de cuivre fonctionne pour de courtes distances. Pour un transfert sur une longue distance, le même principe peut être appliqué lorsque l'énergie acoustique est convertie en énergie cinétique et que les fréquences correspondent. Comme un chanteur d'opéra peut briser un verre lorsque l'onde sonore qu'il chante correspond à la fréquence de résonance du verre. Ainsi, s'il existe un courant magnétique oscillant et que vous en créez un second possédant la même fréquence,
La transmission sans fil peut traverser des matériaux solides et parcourir de longues distances. La fréquence qui aurait été émise par la pyramide aurait dû correspondre à celle de la zone environnante. Cela expliquerait peut-être les obélisques, ces grands monuments qui pourraient faire office de récepteurs, surtout s'il y a une pierre de quartz à leur sommet. Cela expliquerait également les anciennes sculptures égyptiennes qui indiquent si clairement des sources de lumière qu'il est incroyable de penser que quelqu'un puisse même le contester. Dans le temple d'Hathor, la lumière de Dendera est une de ces images. Elle ressemble parfaitement à la technologie électrique moderne, avec un fil à l'intérieur d'une zone ressemblant à une ampoule et une boîte qui semble être un récepteur. En fait, de cette sculpture se trouve une image similaire, mais le système semble tomber entre les mains d'un être d'apparence reptilienne, comme s'il s'agissait d'un avertissement sur le potentiel d'abus de cette technologie. Les historiens traditionnels se moquent et font des conclusions plus primaires. Mais pourtant, les pyramides ne montrent aucun signe de suie provenant de torches enflammées. Au lieu de cela, il y a de multiples gravures qui montrent des objets en forme d'antenne qui semblent être un émetteur près d'un autre objet en forme du symbole d'Ankh, qui semble être le récepteur. Compte tenu de tout cela, il semble beaucoup plus crédible que la Grande Pyramide a fonctionné en utilisant les mêmes principes et conditions que Tesla a cherché à démontrer, qui ont conduit et dirigé l'énergie électromagnétique dans l'ionosphère et généré et transmis l'électricité sans fil à des récepteurs au sein de la civilisation. On a longtemps cru que les pyramides n'étaient que des tombes, mais cette théorie soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Pourquoi n'ont-elles rien en commun avec d'autres tombes? Pourquoi a-t-on utilisé des matériaux de construction uniques pour les élaborer, y compris les mêmes matériaux que ceux nécessaires à la conduction de l'énergie? Pourquoi les boîtes de granit surdimensionnées dont il est prouvé qu'elles n'ont jamais contenu de momies, ou celles qui sont clairement trop grandes pour des humains? Pourquoi l'alignement avec le pôle Nord? Les portes pivotantes de 20 tonnes, les tunnels et les chambres sophistiquées, les puits et les zones qui n'ont pas encore été explorées. Pourquoi n'y a-t-il pas de suie de torches à l'intérieur de la structure? Et pourquoi les tunnels s'enfoncent-ils profondément dans la terre? Ces mystères échappent encore à notre compréhension. Mais de plus en plus de personnes acceptent la possibilité que la Grande Pyramide de Gizeh ait eu une fonction plus importante que ce que nous comprenons. Nous savons qu'il y a une mesure électromagnétique élevée autour de la pyramide qui est équivalente à celle faite lors d'un orage électrique. Nous savons également que si vous les observez depuis l'espace, vous pouvez voir qu'elles ont en fait 8 côtés et non 4. Et qu'il y a d'étranges points de chaleur observables uniquement avec un équipement spécial. Elles possèdent des matériaux électriques uniques, notamment du cuivre, et un design qui suggère la haute pression de l'énergie hydraulique. Elles ont une structure magnétique puissante et sont placées au-dessus des courants telluriques. Elles sont alignées avec les étoiles et l'art unique de la zone montre des représentations claires de sources lumineuses câblées. Toutes ces choses suggèrent qu'il y a beaucoup plus à cette histoire que ce qu'on nous a dit. Toutes ces circonstances font que très probablement la pyramide a été construite pour être un générateur d'énergie compacte et un système de diffusion qui transmettait l'électricité sans fil. Les implications de cette compréhension de l'énergie électrique par une culture ancienne sont énormes. Cela réécrirait l'histoire telle que nous la connaissons. Pensez-vous que de l'énergie gratuite pourrait être transmise sans fil dans le monde entier? Et que vous y croyez ou non, pensez-vous que si c'était possible, nous en serions informés?